l'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode numéro 2, Philippe Levent, médecin du sport. J'ai le plaisir de recevoir Philippe Levent, qui est directeur de la commission médicale du CNOSF pour la partie haut niveau, et également médecin du pôle médical de l'INSEP. Philippe, bonjour. Bonjour. Tu es un médecin incontournable du sport français, on peut le dire. Tu as une belle carrière. Est-ce qu'on peut commencer par te présenter un peu d'où tu viens, comment tu en es arrivé à la médecine, au sport et puis à cette carrière? Alors la médecine, je n'étais pas suffisamment bon en maths, étant d'une famille de matheux. Mon père avait fait maths sup, maths spé et l'école des ponts et chaussées. Mon frère a été aussi spécialiste en informatique, un des premiers sur les réseaux. Il a monté les réseaux de l'école centrale, de pas mal de grandes écoles. Et moi, je n'étais pas assez bon en maths, donc je me suis orienté vers ce qu'on appelle maintenant sciences de la vie. Et du coup, j'ai fait médecine parce que je ne voulais pas faire de grandes écoles commerciales. Heureusement, je suis tombé sur le métier que j'aurais rêvé de faire. Donc ça a été assez vite une révélation. J'ai fait toutes mes études, j'ai trouvé que ça passait assez vite. C'est un peu ce que j'explique aux plus jeunes. Quand on monte dans le train, je trouve que le train, finalement, c'est pas si long. Et même si c'est beaucoup d'années d'études, ça passe quand même assez vite. Et quand tu parles de métier de tes rêves ou d'activité de tes rêves, tu parles de la médecine ou de la médecine du sport en particulier ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir combiner les deux, parce que la médecine, il faut un peu d'empathie pour les gens. Et je pense en avoir un peu. Et évidemment, j'étais fou de sport, de tous les sports. J'ai pratiqué jeune et j'ai pratiqué un peu tous les sports. Donc, comme je dis toujours, bon à tout, bon à rien. J'ai jamais fait du très haut niveau, mais en tout cas, j'ai fait du rugby, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait du vélo, j'ai fait du ski. Alors à chaque fois à des niveaux corrects, mais jamais à des niveaux très hauts de compétition. Et quand j'ai rencontré les deux, quand j'ai vu que la médecine du sport existait, je me suis engouffré là-dedans. J'ai eu la chance de faire à l'époque c'était un CES de médecine du sport, certificat d'études spécialisées. Et là j'ai rencontré des gens qui étaient à l'INSEP que je connaissais et qui m'ont dit écoute, il y a une place à prendre pour des vacations. Donc j'ai commencé par une vacation le soir et puis après on m'a donné 2 vacations et puis un jour on m'a proposé un contrat à mi-temps. Et puis après ça a continué, je suis devenu plein temps. Ça m'a permis aussi de faire mon service militaire au bataillon de Joinville comme médecin. À l'époque, le service militaire était obligatoire, donc vous voyez, ça date un peu mon histoire. Et donc au bataillon de Joinville, je suis parti avec l'équipe de France d'haltérophilie militaire, parce que personne n'était volontaire et c'était à La Réunion. Donc moi je me suis dit, ça va faire un beau voyage. Et du coup, en sortant du bataillon de Joinville, la Fédération française d'haltérophilie m'a proposé d'être le médecin des équipes de France. Ils sortaient d'une période un peu compliquée avec le dopage et ils avaient envie de prendre un petit jeune qui n'avait pas été impliqué du tout dans ces affaires de dopage pour repartir sur des basses scènes. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de médecin d'équipe de France et que j'ai dû rester au total entre une douzaine et une quinzaine d'années médecin des équipes de France d'haltérophilie, où j'ai beaucoup appris
sur le sport de très haut niveau et de compétition. Et en parallèle, voilà, j'ai continué à me former à l'INSEP. Alors moi, on a tous des maîtres en médecine, et mon maître en traumatologie, c'est le docteur Yves Desmarais, qui était le responsable de la traumatologie dans le service médical de l'INSEP. Et voilà, j'ai été formé grâce à lui en traumatologie, ce qui m'a permis d'avoir un niveau correct, on va dire. Donc l'arrivée à l'INSEP, là, on parle de la toute fin des années 80. Oui, alors je suis arrivé, je crois que ma première vacation à l'INSEP, c'était en 1987, ouais, c'est très très loin. Pour les jeunes, il y en a plein qui n'étaient pas nés. Et puis voilà, j'ai eu une progression, j'allais dire lente, mais à la limite, c'est comme ça qu'on se forme. Maintenant, les choses vont très vite, mais à l'époque, ça prenait un petit peu plus de temps. Et voilà, je pense qu'on a eu une bonne formation. On a vu beaucoup de sportifs. L'avantage d'être à l'INSEP, c'est que c'est un petit peu le pôle central du sport de haut niveau. Et donc, ça a permis de soigner beaucoup de champions olympiques, d'en connaître. Et du coup, quand je suis allé sur mes premières compétitions internationales pluridisciplinaires, je connaissais beaucoup de sportifs. Et ça a permis d'avoir un bon contact tout de suite. Et je crois que la première compétition internationale, ça doit être les Jeux méditerranéens dans le sud de la France. Et voilà, je connaissais déjà pas mal de sportifs. Tu l'as dit, tu as été médecin des équipes de France d'haltérophilie, mais pas seulement. Tu as été ensuite... tu as fait la même chose pour le badminton, la natation synchronisée. Comment on arrive à devenir médecin des équipes de France de différentes fédérations comme ça ? Alors en fait, c'est souvent à la fois le hasard et à la fois les événements qui font que les gens sont toujours venus me demander. C'est pas moi qui suis allé me proposer. C'est toujours les DTN ou des entraîneurs. Alors pour le badminton, c'est assez simple, hein. Mes premiers jeux, c'était en 92, donc c'était à Barcelone. Et à Barcelone, le badminton apparaissait. C'était la première fois où le badminton était présent aux Jeux Olympiques. Et donc, il n'y avait pas d'équipe médicale autour. Et on m'a demandé, parce que j'avais l'haltérophilie et puis d'autres petits sports, entre guillemets, on m'avait mis aussi la pelote basque, qui était à Barcelone, en sport de démonstration. Et du coup, on m'a dit, tiens, toi, tu n'as que 2 sports, tu vas t'occuper du badminton. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le badminton. Et puis la nat synchro, c'est un petit peu la même chose. Il y avait le médecin des équipes de France de l'époque, qui s'appelait Jean-Pierre Servetti, qui était assez occupé avec déjà la natation course, le plongeon. Et on m'a dit, écoute, les synchros, ça serait bien que quelqu'un aille à toutes les compétitions et tous les entraînements. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ces 2 fédérations. Et puis la nat synchro, j'ai fait que les jeux. Le badminton, on m'a demandé de les suivre à l'INSEP, au pôle. Et puis finalement, on m'a demandé aussi la nat synchro de suivre à l'INSEP. Et comme à l'INSEP, les 2 équipes de France étaient là, eh bien finalement, je suis rentré assez naturellement comme médecin des équipes de France. Alors, je l'ai dit au début, hein, tu fais partie du CNOSF aussi. Tu es entré assez tôt, ça remonte à 1991. Oui, alors justement, j'avais fait les Jeux méditerranéens. Il y a une commission médicale du CNOSF et peut-être pour rajeunir, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment assez jeune, on m'a demandé de rentrer dans cette commission médicale. Et du coup, voilà, j'ai apporté peut-être un peu de fraîcheur, un peu d'idées nouvelles. Et du coup, j'ai fait toutes les autres éditions des Jeux Olympiques, donc 92, 96, je ne vais pas énumérer, pour devenir à la fin, finalement, parce que l'olympisme, c'est vraiment... alors, oui, je peux dire que c'est une passion. C'est quelque chose... Quand j'ai fait mes premiers Jeux, vraiment, j'ai pris une claque en 92, de voir tous ces sportifs, tous ces gens qu'on admire dans le village olympique, en même temps vivre ensemble, alors sans être naïf, hein, complètement sur les enjeux de pouvoir, les enjeux économiques qu'il y a autour des Jeux, mais c'est quand même un moment extraordinaire. Et voilà, je suis vraiment tombé amoureux des Jeux Olympiques, et ça m'a permis de m'investir
et d'essayer d'y retourner. Donc pour y retourner, j'ai entre guillemets fait ce qu'il fallait, j'ai suivi des équipes, je suis parti sur des championnats d'Europe, championnats du monde, et on m'a effectivement proposé les Jeux méditerranéens en 93. Je devais aller aux Jeux méditerranéens de 89, mais il y a eu un problème d'accréditation et j'ai pas pu y aller. Et du coup, on m'a proposé de partir aux Jeux olympiques de 92, et c'était mes premiers Jeux. Et donc, comme je le disais, ça a été vraiment un choc pour moi. J'ai vraiment vécu ces Jeux olympiques. En plus, j'étais logé à l'extérieur, j'étais pas dans le village. Parce qu'il faut savoir que les accréditations, vous êtes soit dans le village, soit hors village. Donc moi, j'étais hors village. Et j'étais logé dans un hôtel à peu près 7-8 km du village, et j'avais un vélo pour me déplacer, et donc j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir sillonner les rues de Barcelone tôt le matin et très tard le soir, et voilà, c'était magique à la fois de vivre dans le village la journée et sur les événements sportifs, et puis le soir de pouvoir traverser cette ville qui est une ville incroyable que beaucoup de gens connaissent. Et donc voilà, ça m'a donné une vision idéale des Jeux Olympiques, et j'ai vraiment tout fait pour y retourner. Tu l'as dit, hein, tu as participé à tous les Jeux Olympiques depuis cette date, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à partir de 2010, tu deviens responsable médical de la délégation française des Jeux Olympiques. Donc là, j'imagine que la responsabilité est plus du tout la même. Alors c'est plus du tout la même, effectivement. Là, vous n'êtes plus le passager, vous êtes le capitaine. Alors heureusement, ces années et tous ces Jeux olympiques précédents m'ont permis d'avoir justement la formation, de connaître vraiment la machinerie de l'organisation d'une délégation des Jeux olympiques. C'est tout un programme administratif, on va dire. Il faut déclarer les médecins auprès des autorités locales, parce qu'en fait, pendant les Jeux, pour pouvoir exercer aux États-Unis, en Australie, en Grèce, en Chine, il faut déclarer tous les médecins auprès des autorités locales pour qu'ils puissent exercer le temps des Jeux auprès de leur équipe. Pareil pour les médicaments, il y a toute une partie déclaration de médicaments auprès des autorités sanitaires pour pouvoir importer les médicaments qu'on va emmener pendant les Jeux. Et il y a aussi le côté relationnel avec le CIO et les comités d'organisation qui est très important, puisque c'est un problème de confiance. Et donc ces précédents Jeux m'ont permis justement de connaître toutes les personnes du CIO qui étaient en charge du médical. Et quand en 2010, j'ai eu la possibilité d'avoir ce poste. Alors il faut juste savoir que c'était l'arrivée d'un nouveau président qui était Denis Massiglia. Auparavant, c'était Henri Serrandour. Et Henri avait voulu que je sois médecin, mais ça a été compliqué parce qu'il était malade et il est décédé peu de temps d'ailleurs après l'arrêt de son mandat. Et donc j'ai postulé auprès des 3 candidats. C'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment fait une demande. Donc j'avais rencontré les 3 candidats qui étaient Denis Massiglia, Guy Druth et l'ancien président de la Fédé de judo, Jean-Luc Rouget. Et donc les 3 étaient d'accord pour que je sois le responsable médical. Et j'ai eu cette chance, c'est que Denis Massiglia accepte et nomme comme président de la commission médicale Alain Calmat, l'ancien ministre, ancien sportif de haut niveau, qui était chirurgien digestif parce que maintenant il est à la retraite, mais toujours avec nous, heureusement, et qui m'a aussi beaucoup appris sur le plan politique. Donc j'avais déjà cette formation technique, si je puis dire, pour pouvoir organiser les Jeux, et j'ai eu cette vision politique que m'a apporté Alain Calmat sur les 3 mandatures qu'on a fait ensemble. Alors Philippe, tu enseignes aussi à l'université Paris 5 et à la faculté médecine Sorbonne Université. Est-ce que le fait de transmettre aujourd'hui tes connaissances, c'est quelque chose de tout aussi gratifiant qu'exercer? Est-ce que tu as du plaisir à le faire?
Alors j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Alors j'espère ne pas être saoulant pour les étudiants qui écoutent mes cours, mais je pense que la médecine c'est vraiment un métier de compagnonnage où il faut un accompagnement des personnes pour éviter de refaire des bêtises qui ont été faites avant et essayer directement d'aller vers les solutions les plus impactantes et les plus performantes. Quand on est dans le sport de haut niveau, on parle de performance, et la performance, elle doit être à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup aux athlètes, ils s'entraînent 4 ans pour faire les Jeux Olympiques, mais ça veut dire qu'autour, il faut qu'ils aient les meilleurs entraîneurs, les meilleurs kinés, les meilleurs médecins. Et pour ça, il faut essayer de transmettre ce que nos maîtres nous ont appris. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du docteur Demaret. Qui m'a beaucoup appris, et c'est maintenant à notre tour d'apprendre aux plus jeunes ce qu'on a pu apprendre de nos maîtres, améliorer de ce que nous a apporté l'expérience et la technique, puisque maintenant on bénéficie vraiment de techniques, et je parle de l'INSEP. On a quand même un service d'imagerie qui est un des plus performants de France, avec de l'échographie, une IRM, de la radio, de la DEXA, bientôt un scanner. Et tout ça, voilà, il faut essayer de l'expliquer aux plus jeunes, en leur faisant comprendre l'enjeu aussi et la responsabilité qu'on a quand on est médecin d'une équipe de sportifs de haut niveau. Tu es également membre du conseil d'administration de la Société française de médecine, de l'exercice et du sport depuis 2013. Et tu en es d'ailleurs le secrétaire général depuis septembre 2021. Tu es membre de la commission médicale de l'IPC, ou plutôt l'IPC, depuis 2019, également superviseur pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Alors, qu'est-ce qui fait qu'après plus de 30 ans de carrière, on est toujours aussi motivé pour s'investir énormément dans son domaine de prédilection ? Je crois que c'est comme pour les sportifs, c'est un métier de passion. On compte pas les heures, nous c'est beaucoup le week-end, c'est souvent pendant les vacances scolaires. Il faut être passionné, et quand on a la passion, on la garde. Alors l'IPC, c'est l'International Paralympic Committee, et donc ça a été une opportunité pour pouvoir voir les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, parce que autant les Jeux Olympiques, voilà, j'en ai fait 7 éditions d'été, et je vois bien comment ça se passe, puisque maintenant même je suis organisateur pour la France, que je côtoie les comités d'organisation et le CIO. Mais les Jeux Paralympiques, je ne les avais jamais faits, donc ils ont eu la gentillesse de bien vouloir m'intégrer à leur commission, et ça m'a permis d'aller justement aux Jeux de Tokyo sur tous les sites. Alors ces Jeux de Tokyo qui ont été si particuliers, à la fois que j'ai fait pour les Olympiques en tant que responsable de la délégation médicale de la France, mais que j'ai fait aussi pour les Paralympiques en tant cette fois-ci que superviseur, c'est-à-dire du côté plutôt des organisateurs, avec une réunion tous les matins avec le TOCOG. Le TOCOG, c'est Tokyo Olympic Committee, Olympic Committee Olympic Games, donc les organisateurs. Et donc c'est aussi une vision différente. Et en fait, c'est aussi grâce à ça qu'on garde la passion, c'est de découvrir à chaque fois des fonctions nouvelles, des attentes nouvelles, et justement de continuer à s'enrichir et à se former. Tu parlais tout à l'heure du plaisir que tu avais de te trouver à Barcelone en 1992 et de pouvoir te rendre sur les sites à vélo. Est-ce que tu as d'autres, on va dire, grands moments dans ta carrière de ce type-là que tu pourrais partager ? Oui, alors c'est toujours pareil, je pense que c'est comme dans la vie, la première fois c'est toujours un moment particulier, le premier amour. Moi c'était mes premiers Jeux Olympiques. Et alors juste une anecdote, mais j'étais avec Sébastien Flute, qui était un tout jeune champion, et qui s'est retrouvé en finale, et en fait on a dîné la veille de sa finale, et on était tous les deux des rookies des Jeux Olympiques, et lui s'est retrouvé champion olympique, et moi je me suis retrouvé
à connaître un champion olympique. Et donc après, les grands moments, c'est les médailles qu'on fête avec les athlètes, et surtout ces moments très particuliers que le public ne peut pas voir, c'est quand les athlètes reviennent avec leurs médailles au village olympique et viennent nous les montrer. Et c'est un moment d'émotion parce que vous avez travaillé pendant 2-3 ans pour organiser ces Jeux, et vous avez cette reconnaissance des sportifs qui viennent vous montrer que quelque part, vous êtes une petite brique qui leur a permis d'obtenir ces médailles. Et ça, c'est vraiment des moments qui sont uniques, parce que partagés entre très peu de personnes et les athlètes médaillés. Alors, tu l'as dit au début, hein, tu es un amateur de sport, de la pratique sportive aussi. Moi, je sais que tu joues très bien au badminton, pour t'avoir déjà affronté. Est-ce que tu as toujours le temps ? Est-ce que tu arrives toujours à trouver le temps de pratiquer ? Alors, beaucoup moins, malheureusement, parce que plus les fonctions augmentent et plus leur degré d'exigence augmente, et plus c'est difficile de trouver du temps. Alors j'ai couru beaucoup. J'ai fait plus de 20 marathons, entre 20 et 25. J'ai fait des trails de plus de 100 km. J'avais fait, quand j'étais jeune et en forme, j'ai fait le Raid Gauloise au Costa Rica. J'avais fait le Corsica Raid aussi, quand il existait. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de courses à pied, de raids aussi multisports. Bon voilà, mais les cartilages de mes genoux n'ont pas apprécié, et maintenant le vélo est mon seul sport, avec une fois de temps en temps du badminton. Et effectivement, quand on a été au moins une bonne dizaine d'années médecin des équipes de France de badminton, on pratique un peu avec eux, alors même si c'est pas du tout le même niveau, et même si ça les faisait rire quand je jouais. Mais voilà, en gros, maintenant, c'est vélo et badminton une fois par semaine. C'est à peu près ce que peuvent encaisser mes genoux. Alors Philippe, merci beaucoup pour ce témoignage. On va te retrouver en fait dans un autre podcast ici à l'INSEP, en compagnie de ton collègue Sébastien Le Garec, et vous allez tous les deux raconter des anecdotes de compétition. Donc ça va être extrêmement intéressant d'un petit peu se plonger dans les méandres de la médecine du sport en compétition, aux côtés des athlètes de haut niveau. Sébastien, tu le connais depuis longtemps, je crois. Oui, puisque comme j'ai été médecin des équipes de France de natation synchronisée, et que Sébastien, lui, était le médecin des équipes de France de natation course, on se voyait régulièrement lors des commissions médicales. Et ce qui est plutôt amusant, c'est que tout au long de l'année, c'est lui le responsable du pôle, donc je suis sous ses ordres. Et pendant les Jeux Olympiques, c'est moi le responsable de la délégation française. Et donc c'est lui qui est, entre guillemets, sous mes ordres pendant les Jeux Olympiques. Mais voilà, on a une réelle complicité et surtout beaucoup de respect pour ce que lui fait ici, parce que c'est aussi sur du long terme. Lui, il a géré une équipe toute l'année, et moi, j'ai à le faire que seulement sur quelques dizaines de jours dans l'année, puisqu'il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il y a les Jeux méditerranéens, les Jeux Olympiques de la jeunesse, le Festival olympique de la jeunesse européenne, il y a les Jeux mondiaux, donc il n'y a pas que les Jeux Olympiques à organiser, mais en tout cas, voilà, on a des fonctions assez similaires, mais dans des moments différents. Eh bien, merci Philippe, et à très bientôt. Merci et à bientôt. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.